Salut les pirates, c'est le Captain Crochet. Boum pour une nouvelle discussion Hall of Fame dans un nouveau format. Eh oui, je ne peux plus mettre mon beau chapeau avec le casque, mais c'est pour mieux entendre mon collègue des discussions Hall of Fame, Antoine230livres.com. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Alors, mes chers pirates, on est vraiment heureux de vous retrouver pour pour cette série qu'on aime tant et que vous aimez tant, évidemment. Voilà, tu vois, on est même prêt. Hein. Je veux dire, on se retrouve en étant habillé en pirate. Hein. Ça, c'est très important, évidemment. Bon, c'est un petit clin d'œil. La boutique est dans la description, si ça vous intéresse, évidemment. Et on voulait un petit peu vous proposer quelque chose de différent. Vous connaissez les discussions Hall of Fame, vous savez maintenant que ce sont des portraits de carrière de légendes absolues que vous devez de connaître et on a un plaisir fou à vous les présenter. Mais Antoine, là, on voulait revenir sur cette notion de duel, cette notion de duel qui arrête le temps, tu vois, dans la boxe. Alors, il y a des duels légendaires, évidemment, qui ont structuré la boxe. Hein, Ali Frazier, évidemment. Il y a des duels qui sont d'une inspiration éternelle pour moi comme pour toi. Arturo Gatti contre Mickey Ward, évidemment, hein, où ils vont toucher la mort et l'enfer ensemble. Voilà, créant une histoire d'amitié incroyable. Et puis, il y a des duels où la boxe est comment dire, sans merci. Où la boxe est assez terrible, plus est totalement terrible. Et elle se révèle dans son plus terrible visage. Et il y a des duels qui présentent ça. Et là, on est sur un duel qu'on a vécu plein pot, toi comme moi et les gens qui nous regardaient. Et on voulait vous faire ce portrait de duel plutôt que portrait de carrière, évidemment, qui nous a emballé et qui a emballé le monde de la boxe, évidemment. Vous avez compris de qui il était question. Il est question, et je vais vous le montrer tout de suite, de cette rivalité incroyable, proprement Mexican style, de Israël Vasquez, contre Rafael Marquez. Voilà, tout simplement. Un duel qui nous a enchanté et qui nous a même, je dirais, pétrifié de peur aussi. Ça allait jusque-là. Alors, tu connais quand même ma question habituelle. Que ça soit les deux protagonistes, Vasquez ou Marquez, comment les découvres-tu? Les découvres-tu avec ce duel ou as-tu, je ne sais pas, la chance de les découvrir avant? Dis-moi, Antoine. Alors moi, je les découvre avec le duel. Dans mon souvenir, je crois que le premier combat que je vois entre les deux, c'est la revanche. D'accord. Il me semble. Voilà. Je crois. Ce qui est certain, c'est que ce sont deux combattants, on va en parler, qui avaient chacun fait suffisamment pour mériter un peu d'attention auparavant, mais qui étaient peut-être, en particulier pour un public européen, passés un peu sous les radars. Bon. Et en fait, ils explosent. C'est le sens et l'intérêt de ces portraits de duel. Ils explosent en quelque sorte l'un grâce à l'autre. Oui. Parce que ces deux partenaires de tango extraordinaires, ces deux boxeurs au style très complémentaire, qui vont se livrer des duels dans une trilogie, voire une tétralogie, on verra les limites de la tétralogie, mais qui vont sublimer, qui vont extraire le meilleur l'un de l'autre. Et c'est ce qui rend ces combats si particuliers. Donc, c'est peut-être passer un peu en arrière-plan. Tu as évoqué Ward contre Gatti, on sait ton attachement à cette trilogie. Ward-Gatti, c'est la fraternité d'armes. Tu as Morales contre Barrera, c'est aussi le Mexique. Et c'est le Mexique, c'est des combattants qui se détestent. On est à l'autre bout du spectre, c'est la rivalité par excellence. Et là, on est sur autre chose. On est sur deux boxeurs qui sont à l'ancienne. Ils ne sont pas amis, ils ne se détestent pas, ils sont là pour faire leur métier. Et cette notion de sens du devoir, de sens de l'honneur personnel, sans détestation ni amitié, quelque chose qui est entre les deux, ça va donner un résultat complètement fou. Complètement fou et qui changera à jamais leur vie. Dans leur chair et c'est on est sur quelque chose où là la boxe est d'une réalité, d'une cruauté réelle comme rarement on en a vu. Je remets cette affiche qui est une affiche pas officielle mais qui représente bien quand même
leur duel, Vasquez contre Marquez. Voilà. Alors de mon côté, moi, et j'ai rien vérifié là, je vous parle vraiment de mémoire, mais je crois bien que avant leur duel, j'ai la découverte d'Israël Vasquez et j'ai l'affiche. Pourquoi ? Parce que je vis un autre duel aux couleurs mexicaines. C'est cette affiche, c'est Barrera contre Juarez, le 2, qui se passe, si je me trompe pas, au MGM. Et c'est le main event, évidemment. Et donc, voilà, enfin, Barrera Juarez. Je l'attendais avec impatience. Je crois qu'il a été diffusé en France. Je découvrirai le premier combat, mais on avait tous entendu parler de ce premier combat si serré entre les deux. En gros, bon, je fais pas la discussion Barrera, hein, elle arrivera plus tard, vous le savez, mais bon, c'est peut-être le dernier grand duel pour Barrera. Là, c'est la revanche qui arrive. C'était très, très, très attendu. Hein. Et en sous-carte, il y a Israël Vasquez, qui fait un énorme combat qui me bluffe contre Johnny Gonzalez. Tu te souviens contre Johnny Gonzalez? Alors, Johnny Gonzalez, c'était le prospect c'était le nouveau Mexicain. Il était très grand, très lancé, très mince, tu sais. Et alors, dis-moi si je me trompe, Antoine, mais je crois même que Johnny Gonzalez était le fils de Miguel Angel Gonzalez. Tu vois? Je crois qu'il y a une histoire comme ça, et c'est assez folle. Je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. Ce que je sais, c'est que c'était un sacré boxeur. Très belle carrière à suivre jusque très tard. Voilà, voilà, effectivement. Mais là, ça a été le premier gros stop de sa vie, parce que c'est un combat dur. Israël Vasquez lui donne le combat dur, voilà, et le fait craquer. C'est un gros stoppage d'Israël Vasquez, et c'est d'ailleurs une de ses très très grandes victoires en carrière. Et il explose à ce moment-là, Israël Vasquez, à ce moment-là, et on est à la porte du duel dont on va vous parler. Voilà. De mon côté, en ce qui concerne à Rafael Marquez, mais j'apprendrai son existence aussi avec ce duel. Je savais même pas que Juan Manuel Marquez avait un frère. Et que, en fait, c'était une famille de boxeurs. Genre, il fallait qu'il y ait ce grand duel pour que je découvre Rafael Marquez, évidemment. Et donc, on va donc arriver sur ce premier combat. Hop, je remets l'affiche. Tac. Voilà l'affiche qui est juste ici. Je n'ai pas l'affiche du premier combat. Voilà. Vous savez que j'ai fait mes recherches et ça me désole parce que je voulais l'avoir. Donc, c'est en 2007. On est en 2007. Israël Vasquez donc s'est fait un nom. Rafael Marquez aussi pour les vrais connaisseurs. Et là, surtout les Américains. Moi, je le découvre là. Mais rien que le match-up, Showtime le diffuse en disant, c'est le propos des mecs de Showtime, dont Albert Shine, Fight of the Year potentiel, messieurs, dames, ce soir. Israël Vasquez a Justin Fortune dans son coin et pour ce combat, Freddie Roach. Oui. Rafael Marquez, c'est la famille Marquez, donc c'est Bernstein qui est là, Nacho, voilà, donc on est sur du haut degré. Moi, je trouve que il y a le short bleu d'Israël Vasquez, il y a un combat, et déjà là, on est sur quelque chose, moi, je trouve d'assez énorme. Je te laisse la parole. C'est que il va y avoir un combat qui se passe avec de la très grande boxe. C'est-à-dire que moi, je découvre Rafael Marquez, et Rafael Marquez, c'est ce genre de boxeur comme André Ward, comme tout, où il faut limiter à la salle de boxe. C'est-à-dire que si tu as une école de boxe, Rafael Marquez, c'est comme ça qu'il faut se tenir. Oui, c'est comme ça qu'on se tient. Voilà, ça, c'est une garde parfaite. C'est une tenue parfaite. Voilà. Et Israël Vasquez a une autre boxe, mais qui est tout aussi pertinente. Mais ce combat est vraiment très, très fort, techniquement parlant, parce que moindre erreur, ils font pas beaucoup d'erreurs. Moindre erreur, paye cash. Moindre erreur, l'un ou l'autre, ça paye cash directement. J'aime beaucoup ce combat. Antoine, à toi la parole. C'est un combat qu'il faut se représenter comme étant un défi, le défi d'un champion des poids coqs qui monte en super coq pour défier le patron, le taulier. Le coq, c'est Marquez. Et Marquez, c'est un peu le petit frère de, tu l'as dit, c'est-à-dire que
il a acquis du prestige, il a gagné du crédit, mais il a dû payer pour ça, parce que de base, c'était un peu le moins doué de la famille, en fait. On l'a vu venir de loin, Marquez. Enfin, on s'est dit, bon ben voilà, ça fait de la boxe, on s'intéresse à Juan Manuel, et puis il y a le faire-valoir de l'autre côté. Rafa, en plus, il a commencé sa carrière en perdant un combat. On l'a envoyé à Victor Rabalanes pour son premier combat pro, qui est un ancien champion du monde. Et donc, il perd. Alors, lui, il persiste à dire que c'était une exhibition, mais ça compte dans son record. Il commence sa carrière en pro par un KO subi au 8e round contre Victor Rabalanes. Donc, la fameuse mauvaise foi des Marquez aussi. Hein. Ah ben ça, on va en reparler parce que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et tout ce que vous connaissez sur Juanma, c'est applicable à Rafa. Et alors, le gars, il faut aussi savoir que les poids coqs, c'est très particulier au Mexique. C'est une catégorie vachement prestigieuse. Hein. Il y a eu Ruben Olivares, il y a eu Carlos Zarate. On rigole pas avec les poids coqs. Il y a une culture autour de ça. C'est pas tout à fait la même chose en Europe. Au Mexique, c'est les rois ou parmi les rois. Et donc, Marquez, dans l'ombre de son grand frère, il a gravi les échelons. Il a été donné, et ça c'est fascinant dans sa carrière, il a été donné trop tôt à une star américaine du moment qui s'appelait Mark Too Sharp Johnson, qui montait des super mouches. Et donc, on lui donne ce prospect mexicain pour monter en gamme tranquillement dans sa nouvelle catégorie des poids coqs. Et là, Marquez montre quelque chose parce qu'il le bat par décision lors d'un combat que vous pouvez trouver sur YouTube et où effectivement on voit l'Américain un peu interloqué parce que c'était plutôt un styliste, un type très fluide, Mark Johnson. Enfin, c'était un gars qu'on voyait all-time great, qu'on projetait dans les all-time greats. Et c'est un Mexicain qui n'a rien à foutre, un peu comme le gars qui a désossé il n'y a pas très longtemps Warrington. Il a traversé l'océan, il s'en foutait, il était là pour gagner. Tout le monde disait que c'était un combat pour que Warrington se dérouille, et en fait il a dérouillé. Là c'est un peu la même chose. Le petit Mexicain bat la grande star. Il le bat une première fois par décision, il le bat une deuxième fois par KO en demi-finale mondiale IBF. Il finit par devenir champion du monde, et donc ce gars-là que personne ne voyait venir défend 7 fois son titre. Donc on ne rigole pas. Tu l'as dit, Marquez, c'est un styliste. C'est un type, c'est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais offensivement c'est extraordinaire. C'est propre. Sa boxe propre. Ça a montré dans toute école de boxe. Tout à fait. C'est une belle allonge. C'est une capacité à travailler du bras avant, à mettre plusieurs coups de suite, à varier. C'est-à-dire, il t'envoie le jab, puis le crochet, puis le percut. Enfin, il est capable de faire des choses. C'est pas le cas chez les Mexicains. Une discipline de la tenue, tout ça, tout à fait. Toujours les mains hautes, toujours capable de changer de direction, De toute façon, contre Vasquez, il montrera tout. Donc, on verra que c'est une vitrine de son style, de son talent. Et c'est lui le petit. Alors, c'est lui le petit. Il est plus grand, il a le plus d'allonge, mais c'est lui qui monte des coques pour défier le taulier. Et le taulier, c'est Israël Vasquez. Qui est en pleine bourre, comme je vous le disais, tout à fait. Vasquez, alors... Il y a Gonzalez et Larios. C'est deux meilleures victoires avant ce duel. Il a battu Oscar Larios dans une trilogie. Il s'était affronté en étant jeune prospect mexicain. Larios n'avait pas compris ce qui lui fondait dessus. Il est battu par KO à la première reprise. Je pense qu'il n'avait pas bossé ses fiches. Il ne savait pas qui était Vasquez. Il se fait foutre en l'air en essayant la bagarre contre Vasquez, ce qui est la moins bonne idée du monde. On s'en apercevra un peu plus tard. Il y a une revanche où Larios fait du stick and move. Il arrive à le garder à distance. Il a un peu la morphologie de Marquez. Il obtient un KO sur le tard contre Vasquez, ce qui est une perf rétrospectivement. Et lors de la belle, le moment où Vasquez va prendre le titre des Supercoqs, Vasquez est en mission et on découvre Israël Vasquez. C'est-à-dire que c'est un bagarreur, techniquement très propre, mais c'est un pressure fighter. Et c'est un type qui, quand il décide qu'il est en mission, qui, quand il se met une certaine pression, est inarrêtable. Et Larios le découvre à ses dépens. Oscar Larios, qui avait été un patron chez les Supercoqs, se fait foutre en l'air en 3 rounds. Pour mémoire, les pirates, rappelez-vous notre discussion sur Manny Pacquiao. Ce même Oscar Larios va monter, après avoir pris un KO au 3e round contre Vasquez, il va monter de 2 catégories pour affronter un Pacquiao qui, à l'époque, est en pleine bourre, qui est en pleine ascension, et il ne perdra qu'à la décision, après lui avoir donné un bon combat. Donc, rendez-vous compte de ce qu'est Israël Vasquez. Vasquez, il a fini par fumer Oscar Larios, un Oscar Larios en meilleur état et dans sa catégorie par rapport à la version qu'a affronté Pacquiao. Voilà. Et tu l'as dit, son combat à Vasquez contre Johnny Gonzalez est un truc
épique. Je vous spoil même pas le déroulement du combat parce que découvrez-le par vous-même. Il y a 4 knockdowns au total. C'est un truc de ma boule. Et vous découvrez de quel bois est fait ce type que je dirais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Captain, cet Israël Vasquez, c'est une espèce de petit sosie de Javier Bardem. C'est quand tu regardes sa tête, moi ça m'a toujours beaucoup marqué. Pour moi, c'est Javier Bardem en version de poche. Mais Bardem, il joue plutôt des badass, il joue plutôt des types assez méchants en général dans les films, et ça correspond. Ouais. Et enfin, sosie de Javier Bardem à une certaine période de sa vie, et là on va en parler parce que Vasquez aussi, tu l'as dit avec Larios, tu l'as dit, c'est une longue carrière et tout, mais c'est un, comment dire, il faut comprendre qu'on est, moi Vasquez représente l'esprit sacrificiel par excellence. Il y a un côté, un sacrifice total. Et on va en reparler de ça. Et donc, effectivement, il y a tout pour un combat de l'année. Et le combat de l'année et c'est vraiment, c'est une des plus belles pages de Showtime, je pense. Cette histoire Vasquez-Marquez, c'est, voilà, parce que effectivement, ils ont senti le coup, effectivement, ils en parlent, et surtout, ce qui se passe sur le ring est complètement en adéquation avec le propos. Tu vois, il n'y a pas de discrepancy entre ce qui a été dit et ce qu'on voit. Et donc, c'est assez énorme. Et ce premier combat où il y a Freddy Roach dans le coin d'Israël Vasquez, ça a son importance. C'est un premier combat où, en fait, on voit Vasquez très, très fort. Sauf que là, il a un boxeur Marquez en face de lui qui lui pose problème, qui le touche et qui déclenche, si je puis dire, un gros problème chez Vasquez, c'est que Vasquez a un bleeder. Et c'est même, je te dirais, c'est lui aussi, Vasquez est le prototype du bleeder. Le bleeder, B-L-2-E-D-E-R, voilà, bleed, saigner, un seigneur. Il est coupé assez facilement. Dans tous ces grands combats, de toute façon, il finit à plus ou moins coupé. Même contre Johnny Gonzalez, faut voir la gueule qu'il a. C'est coupé tôt. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que Marquez, ça frappe de fou. Parce que dès le début, si je me crois pas, il se fait péter le nez. Il se fait péter le nez, Vasquez. Et c'est presque... Le combat va durer alors qu'il a le nez pété, il est en train de saigner. Les premiers rounds sont pour lui. Le troisième round est vraiment pour Marquez, mais sauf que Marquez, je vous dis, une erreur technique, alors que le mec est déjà saigné, il n'arrive plus à respirer. Il y a une erreur technique, pam, et tout, une sorte de crochet uppercut que Marquez ne voit pas venir, boum, Marquez sur les fesses. C'est-à-dire que le combat, alors que Marquez le tient, il est dans ses mains, le combat se retourne, voilà, alors que l'autre est en extrême difficulté. Tu vois, on est en début d'année 2007. Le combat continue. C'est très, très dur d'essayer de vous redécrire les combats Marquez-Vasquez, les gars, qui nous écoutez. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est écoutez-nous avec les images à côté. Si vous avez 2 écrans, parce que c'est extrêmement dur à dire. Il y a beaucoup de subtilité dans le chemin du combat. Marquez est sonné, mais Marquez se reprend. Il continue à faire mal à Vasquez, et alors que les deux sont encore là, quoi. Je veux dire, et qu'il y a une brutalité, il y a une souffrance déjà. Il y a quelque chose là qui nous scotche un peu pour ce premier combat, c'est qu'un Vasquez va décider lui-même, je crois à l'entrée du 7e ou du 8e round, d'arrêter le combat. Du 8e, voilà, c'est au 7e. Il y a un moment de panique au 7e, et là, c'est lui qui décide d'arrêter. C'est vraiment, on le saura par la suite, c'est vraiment lui qui décide d'arrêter. De toute façon, il le dira, il va pas s'en cacher. Mais c'est tellement un concept inconcevable de Vasquez qui arrête un combat, qui, en gros, quitte, mais regarde ce qu'il a mangé. Enfin, je déteste, tu sais, dire que c'est un quitter après un tel combat. Non, sauf que le mec ne peut plus respirer. Qu'il ait fait autant de rounds, c'est déjà dingue. Et qu'il ait eu autant bien répondu avec ça, c'est déjà dingue. Et il est coupé, mais de folie. Bref, ce premier combat arrive, et en fait, c'est
c'est la putain de grosse découverte de Rafael Marquez, en fait. Hein. Ça se tourne en devenant la nuit de Rafael Marquez. Antoine, j'ai beaucoup parlé. À toi la parole. Alors, il faut regarder le stare down déjà. Tout est mythique, il faut tout redécouper, tout redécomposer dans ces combats. D'emblée, le stare down. Donc, d'un côté, le tenant, Vasquez. Vasquez, il est assez sûr de lui, et Vasquez, c'est un professionnel. C'est-à-dire que c'est pas... Les deux gars en conférence de presse, ils se sont pas plus chauffés que ça, en fait. Il n'y a pas de détestation, ils sont très pros. Et Vasquez, il a un regard relativement neutre, en mode, mais je vais te foutre en l'air parce que c'est mon métier, je te déteste pas, tu es juste sur ma route, je vais t'aplatir comme une crêpe. Et inversement, Marquez, il a le noir du challenger. Ouais. Voilà, parce qu'il a prouvé quelque chose. Donc ça se voit dans sa tête, ça se voit dans ça. Et en effet, dès le premier round, il installe sa boxe très intelligemment. Il a les bras plus longs, il est plus grand. Il impose un jab extrêmement lourd. Et ne serait-ce qu'avec le jab, il commence à faire mal à Vasquez, en fait. Ne serait-ce qu'avec le jab très précis, il le fait saigner du nez, comme tu l'as dit, dès le premier round. Et on s'aperçoit que c'est même pas un round d'observation. C'est-à-dire que ça commence à travailler à distance. Et tu as l'impression qu'il s'éprouve comme ça, il teste, machin. Mais la vérité, c'est que les hostilités ont déjà commencé. Parce que le jab de Marquez, c'est une arme et ça fait très mal. Oui. Et Vasquez s'en rend compte alors que le mal est déjà fait, en quelque sorte. Ouais. Sur la fin du round, en plus, Marquez arrive à passer la droite. Un truc se passe. Le champion n'est pas dans son assiette. Le round est très clairement pour Marquez. Tu l'as dit, le deuxième aussi. Ça se reproduit. Marquez bouge. Il arrive du bras avant, et ça, c'est très brillant. Parce qu'il y a une espèce de lieu commun sur la boxe mexicaine qui veut que les mecs se mettent dessus, un peu comme dans la cour de récré, qu'il y ait beaucoup de cœur, etc. Et que ce soit souvent la bagarre bête et méchante. Ouais, là, c'est pas du tout bordélique. C'est-à-dire que les mecs se font très mal, mais c'est très précis. C'est très, très, très précis. Dans un sens et dans l'autre. Dans le style de Marquez, c'est-à-dire à distance, plutôt avec des straights, plutôt avec le jab, la droite, le cross du droit, voire des enchaînements du bras avant, donc de la gauche, où il met le jab, puis il enchaîne sur un crochet, voire un uppercut. C'est très, très technique. Vasquez, de son côté aussi. Les déplacements aussi, Antoine, les déplacements. Parce que Marquez fait une erreur de déplacement, il paye cash. Ouais. Marquez s'est tourné dans un sens et dans l'autre, il s'est changé de direction. Vasquez, il sait très bien suivre sa proie, lui couper la route, et il sait donner son jab pour se rapprocher, le doubler. Il ne le fait pas assez dans le premier combat, justement. Il a un crochet gauche mortel, et on va le voir, parce que c'est sur un crochet gauche que tombe Marquez. Le crochet gauche d'Israël Vasquez est un truc de malade, de maboule total. Alors, effectivement, il faut qu'il soit à cette distance pour arriver à le donner. Et il y arrive dans le round 3, au moment où on croit que Marquez a installé sa domination. L'étonnement des commentateurs est hallucinant. Revoyez le combat, écoutez-le, c'est assez extra. Et comme tu l'as dit, alors, quand on se documente sur le combat, on s'aperçoit que, a priori, si ce qu'on lit est vrai, à la fin, Vasquez n'était plus capable de respirer du tout. C'est-à-dire qu'il avait une narine bouchée et une autre qui laissait passer 10% de l'air, en gros. Exactement. Donc, voilà. Donc, et c'est d'autant plus impressionnant que le 7e round est plutôt une embellie pour lui. Il met une grosse gauche à Marquez et parce qu'il veut, c'est son baroud d'honneur en sachant là je peux plus. Donc on le finit, c'est maintenant et tout. Et comme Marquez survit au round, c'en est fini là. D'ailleurs, regardez, parce que tout se décide quand il rentre il fait les pas pour rentrer vers Freddie Roach et c'est décidé là. Basket. Et c'est un c'est un choc, mais quand on sait ça, effectivement, qu'il ne peut plus, voilà, et regarder son visage, il est défiguré. Et de façon, et c'était le grand problème morphologique de Vasquez, c'est que il y a des gens qui pouvaient absorber la violence de la boxe, mais qui en restaient marqués. Et ça sera un thème que moi je veux développer, mais j'ai un portrait. Alors c'est dur. Je vais vous montrer des choses qui sont dures à voir, mais c'est ça la boxe. C'est ça la boxe. Vasquez, je vous montre un portrait type de fin de combat pour Vasquez. C'est ça. C'est ça. Vasquez, tous ces grands combats, ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Et là, le nez pété, vous le voyez, mais très clairement sur ce premier combat. Donc, il n'y a aucune
comment dire, je veux dire, il n'y a aucun déshonneur à ce qu'il a fait. On le comprend d'autant mieux. Mais au moment là, il y avait quand même un enjeu énorme sportif et d'hommes et même médiatique et tout ça. Et c'est Vasquez en pro, il assume, c'est ma responsabilité. Mais à peine a-t-il dit ça, moi, c'est comment je vois l'interview d'après combat, c'est que Vasquez, il est déjà dans le futur. Il dit, tu vois, il est à froid, voilà, et le futur me donnera raison. Et là, c'est très fort. Parce que grande victoire de Marquez, et donc là, Fight of the Year candidate, clairement pour 2007. Et donc, cette rivalité qu'on sentait, eh ben oui, ils vont la faire fructifier. Mais ce qui est dingue, c'est que donc Vasquez, Nepete, tout ça, il s'embrouille avec Freddy Roach. Il y a un embrouille, c'est-à-dire que Freddy Roach, lui, ne veut dire à Vasquez, non mais là, tu as besoin d'un an de repos. Il s'y connaît. Voilà. Et il n'a pas tort de dire ça. Il a raison. Vasquez ne supporte, je crois que Vasquez là c'est l'ego qui parle, ne supporte pas ce qu'il entend. Il ne le supporte pas. Donc, il va avoir quand même une opération du nez. Voilà, il va avoir une opération du nez parce qu'apparemment c'est tellement pété qu'il, comme tu dis, il ne peut pas respirer. Il est obligé d'avoir une opération du nez. Il se sépare de Freddy Roach à partir de ce moment-là. Et 5 mois plus tard, c'est ça qui est dingue, 5 mois plus tard, il y a le combat revanche. Rien, ça, c'est fou. Et là, c'est Vasquez. Vasquez, je pense que c'était, comment dire, il ne pouvait pas vivre sans que le combat arrive très tôt. Il fallait qu'il lave ça au plus vite. Je pense que le mec, il serait devenu fou, mais vraiment. Je parle littéralement, il serait devenu fou. Ça lui en a coûté beaucoup. Hein. Je pense que ça lui a coûté. On verra à la fin de l'histoire ce que ça a coûté. Donc, il y a un deuxième combat qui arrive. Mais ce qui est dingue, c'est que ça arrive 5 mois après. Et on se dit tous, ok, c'est tellement fou qu'on est encore sur un possible Fight of the Year. Showtime est chaud bouillant. Ça se fait. L'histoire dira que Vasquez a fait que quelques rounds de sparring avec un casque intégral. Tu sais, pour protéger son nez. Il aurait fait à peu près 5 ou 6 rounds de sparring pour repartir au combat 5 mois plus tard. Et donc, Fight of the Year, oui, mais Fight dans l'histoire. Regarde, ce magazine, ça vaut ce que ça vaut. Boxing avait fait les 100 plus grands combats. Bon, c'est un classement qui vaut ce qu'il vaut. Regardez. Vasquez 2, pour eux, c'est 39e. Bon, quand tu es 39e sur toute une histoire de la boxe, tu comprends de quoi on va parler, mon pirate. Hein, là, on est sur un sommet. Et c'est un sommet qui est fou. Et il est incroyable, ce combat. Alors là, j'ai l'affiche, évidemment. Attends. Boum, l'affiche est là. Marquez 2, la Venganza, tu vois, tout est dit, tu vois. Enfin, il y a un charme à ce combat parce qu'il se passe à la frontière mexicaine. On est au Texas, mais ça se passe à la frontière. Donc, il y a une ambiance. Il y a un truc. Je veux dire, déjà, il y a un charme. Et puis là, arrive Vasquez, qui rentre en premier avec son légendaire short rouge, que je vous montre. Voilà. Marquez arrive avec son short bande noire et blanc, un peu traditionnel. Je trouve que c'est iconique. Enfin, tout ce qui va se passer est iconique. Et vas-y, Antoine, comment tu peux nous raconter ce combat de folie? Alors, ce qu'il faut quand même se dire avant ce combat, c'est que, au fond, avant cette revanche, le sentiment commun, c'est que Marquez doit gagner. Parce que, au premier combat, il a pris le meilleur punch de Vasquez. Certes, il est allé au tapis sur une erreur d'inattention, mais il a pris le meilleur punch de Vasquez. Il a imposé sa distance. Il est plus technique. Il a plus d'allonge. Il a les solutions pour maîtriser l'animal qui est Vasquez. Et il y a un sondage, quand vous revoyez le combat, les images de Showtime, ils rediffusent juste avant le premier coup de gong, ils rediffusent un sondage qu'ils font par SMS parmi les fans qui regardent sur Showtime, et 77% croient que Marquez va gagner. Donc, les données tactiques, elles sont relativement claires pour le fan de base. Voilà, c'est Marquez, c'est pas le bon match-up pour Vasquez, tout simplement. Bon. Stare down,
Marquez a l'air un peu plus décontracté qu'au premier combat, il est champion, etc. Et Vasquez, il a la mâchoire complètement bloquée, on voit qu'il a les dents très serrées, etc. etc. C'est pas tout à fait la même. Enfin, au premier, il avait l'air neutre. Au deuxième, il est pas là pour poser du parquet. Et effectivement, ce qui est génial, c'est que j'aime beaucoup les boxeurs qui réfléchissent et qui travaillent par définition. Et Vasquez, en gros, il a fait ses devoirs entre le premier et le deuxième combat. Et tout ce qui n'avait pas fonctionné dans le premier, il l'a corrigé. C'est-à-dire qu'il arrive beaucoup mieux à casser la distance dès le premier round. Il est plus agressif. Il fait des feintes. Il bouge un peu plus la tête. Il double son jab pour s'approcher et enchaîner. Il fait des feintes. C'est plus élaboré. Et en effet, alors il n'y a pas de. Autant le premier round est un forum d'observation dans le premier combat parce qu'il permet à Marquez d'imposer son jab. Dans le deuxième combat, il n'y a vraiment pas de round d'observation. C'est-à-dire que Vasquez lui fond dessus comme une proie. Le champion Marquez résiste bien d'ailleurs, parce que c'est très serré. Round 1, round 2, c'est intense, c'est très serré. On s'aperçoit que Vasquez est plus dedans, qu'il est meilleur, plus ajusté tactiquement et techniquement que dans le premier combat. Ouais. Le round 3, c'est le round of the year selon The Ring, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, on a parlé en discussion Hall of Fame ensemble, on a parlé de Gonzalez contre Carvajal. Bon ben voilà, on arrive à ces niveaux-là d'intensité. Vasquez est déjà défiguré, on a l'impression qu'il a traversé un pare-brise, il est blessé aux 2 yeux. Encore coupé. Marquez est tuméfié cette fois-ci, parce que Marquez avait fini très peu marqué le premier combat. Dès le 3e round, il a l'œil droit gonflé. Donc c'est quelque chose, ça devient épique à partir de là. C'est pour de vrai. Et c'est pour de vrai, on éprouve ce sentiment en tant que fan de boxe, qui est très rare, qui est à la fois une espèce de bonheur incroyable, parce qu'on se dit « Ah putain, ils s'en mettent », avec ce soupçon de peur que tu as derrière. D'effroi. Parce que tu sais que ça va très très loin. Tu sais que vraiment, les deux types s'en collent, ils sont très précis offensivement, j'en reviens là, l'un comme l'autre, et ils s'en mettent, et ils s'en mettent, et ils s'en mettent, et la rupture est forcément pas très loin. Et donc tu te dis, mais jusqu'où ça va durer, jusqu'où ça va rester. Donc il y a peut-être un peu des chocs de tête, mais pour l'essentiel, les dégâts qui se font, c'est parce qu'ils s'en collent. C'est brutal. Ils s'en collent. Tu vois, là, je vais bientôt faire mon déménagement, donc les gants, ils sont rangés dans une boîte. Mais moi, à partir de là, je savais que les gants avec lesquels je voudrais boxer, c'est les Clétorès. Hein. Non, mais c'est une arme en soi. Hein. C'est une arme en soi. Les Mexicains, d'ailleurs, les adorent. Le clan Marquez les adore. Et ça contribue quand tu sais que tu as un bleeder en face de toi. Et moi, j'ai l'effroi parce que, encore une fois, en fait, Vasquez, je le vois qu'à chaque fois complètement défiguré, comme tu dis, qui a passé la vitre d'une voiture et s'est coupé aux 2 yeux. Et ce qui est perturbant, c'est en fait, en revoyant plusieurs fois ce combat, je me dis, est-ce que Vasquez, alors qu'il est bien, alors qu'il fait mal, n'a pas encore une fois ce sentiment d'urgence parce que les coupures s'ouvrent et surtout le sang commence à rentrer dans les yeux. Ça, on n'en parle jamais, mais c'est un énorme, ça te crée des énormes problèmes pour la rétine, etc. Et on est là. C'est comment dire, c'est des combats, je pense, qui aussi, ils sont tellement saignants, si je puis dire, il faut pas les montrer à tout le monde. Ces combats-là. Il faut que tu aies déjà tout un bagage et que tu aies un bagage aussi de conscience par rapport à la boxe pour les regarder en ayant, si on peut dire, un plaisir de boxeur. Parce que si quelqu'un qui est un peu rebutant par rapport à la boxe et tu dis ouais mais ça c'est un fight of the year, faut que tu vois ça tout de suite, ça peut faire très peur et même ça peut faire un effet contraire, tu sais. Oui. Donc aussi c'est assez important parce que c'est d'une violence. Mais sauf que Vasquez, il était en mission. Vasquez, il est en mission. Il est en mission. Et, enfin, c'est énorme. Vasquez arrive à arrêter Marquez et à renverser complètement l'esprit du premier combat. Mais complètement, tu vois. Et je pense que là, bien sûr, c'est un combat pour l'histoire et qui restera à jamais dans l'histoire. Mais pour lui, c'est comment il est heureux, comment tu sais comment il tombe de bonheur quand il se fait arrêter. Moi, ça dit tout parce que là, c'était plutôt mourir que perdre, je pense pour lui. Ouais. On rentre, tu l'as dit, Captain. C'est
c'est quelque chose de très spécial, ce combat, parce que, alors, il y a l'histoire tactique, effectivement. L'histoire tactique, c'est en fait Vasquez qui ajuste son jeu, qui arrive à casser la distance, qui est plus malin, et Marquez qui, un peu bêtement, et peut-être aussi par orgueil du champion qu'il est à ce moment-là, accepte une bagarre qu'il ne doit pas accepter. En Voilà, fait. regarde, j'ai la photo justement. Ça, c'est une photo un peu pixelisée, mais c'est le moment où Marquez recule et le moment où Vasquez là lui commence à lui faire passer un bouillon. On est au 4e round. Ouais, tout à fait. Et en effet, alors le 4e round, Vasquez continue son travail de sape et malgré tout, parce que c'est deux partenaires de tango qui sont incroyables, c'est-à-dire que on a l'impression que Marquez marque le coup et il finit le round en mettant une très grosse droite à Vasquez qui passe. Vous voyez les images. Et là, on se dit, oh pétard, voilà, ce sera enfin, no spoilers pour la suite, mais dans le 3e combat, il y aura beaucoup de rounds comme ça aussi, où on croit Marquez un peu à la dérive, et boum, à la fin du round, il arrive à sortir un truc de son chapeau, tu le crois pas. 5e round, il y a un knockdown que l'arbitre juge glissade en faveur de Marquez, c'est Vasquez qui glisse, mais si tu comptes le knockdown, c'est pas un scandale du tout, parce qu'effectivement, enfin, c'est Marquez d'être vraiment à tomber, hein. Enfin, il y a pas... Et donc, tu as presque l'impression que le combat se rééquilibre. Le 5e round est un round de fou furieux. Et tout se joue, tout se finit au 6e, qui est un moment très spécial dans l'histoire de la boxe, où d'entrée, en fait, Vasquez qui pisse le sang, on le voit dans son coin, enfin, c'est christique comme image, c'est extrêmement impressionnant. Tout à fait, tout à fait. On doit se douter à un moment donné, j'ai pas décortiqué ce que disait le coin, c'est en espagnol, etc., mais parce que c'est plus roach, donc ça cause en espagnol. Il doit se douter que malgré tout, vu les blessures, vu l'importance de ces blessures, il peut être arrêté, enfin, il peut se passer quelque chose. Donc, il va comme un homme possédé, en effet. Et d'entrée, il touche sur un uppercut droit, je crois, et un crochet gauche. Il envoie au tapis Marquez dès le début du 6e round. Il va le finir pendant... Ça va prendre 1 minute, à peu près. Marquez est encore debout quand l'arbitre arrête le combat. Et là, il y a une sorte de polémique, parce que même Albernstein est plutôt un monsieur qui respecte les décisions arbitrales d'ordinaire. Et là, il trouve que le combat est arrêté un peu trop tôt. Moi, j'ai tendance à dire aussi, j'ai tendance à soutenir les arbitres qui arrêtent les combats, parce que j'aime pas voir la boucherie d'une façon générale. Marquez est debout, certes, il est encore conscient, c'est sûr, mais comme tu l'as dit, il suffit de voir Vasquez, à l'issue de l'arrêt, se jeter par terre de bonheur, puis porter sur les épaules de son coin, la gueule en sang, etc. C'est une image surnaturelle. Tu sais que s'il avait dû tuer Marquez pour gagner le combat, il l'aurait fait. Moi, c'est l'interprétation que j'en ai. Les images sont saisissantes, sont incroyables. Voilà, même si Marquez était encore conscient, même si Marquez était encore debout, je pense que je remets pas en cause cet arrêt-là. C'est paradoxal. J'entends les arguments qui auraient dit, mais on aurait pu encore laisser un peu de temps à Marquez. Je crois que ce combat-là était pour Vasquez et qu'il serait allé très 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 loin pour l'emporter. C'est la joie de Vasquez est un truc presque effrayant en fait. Voilà. Et c'est un défi qui s'est lancé à lui-même parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de hostilité déraisonnable entre eux pendant les conférences. C'est plus un défi vis-à-vis de lui-même, à mon avis. C'est plus que Vasquez n'a pas supporté d'avoir dû abandonner le premier combat. C'est insupportable. Voilà. Voilà. Ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou. C'est un guerrier absolu. Qu'on ose dire qu'il a quitté là, ça l'est insupportable. D'ailleurs, je pense que comment dire, le prix à payer pour laver l'affront, on va en parler tout à l'heure parce qu'on sera obligé d'en parler. Le prix à payer pour laver l'affront, le mec, c'est déraisonnable. C'est déraisonnable, c'est absolument déraisonnable, mais le mec était possédé par ça. Et comme tu le dis, l'image, comment il réagit à sa victoire, c'est une image. Et il a encore la rage. Mais il n'a pas vraiment la rage contre Marquez, tu vois. Il a la rage, on sait plus quoi ce qu'il a la rage, tu vois. Il a la rage contre et tout. Donc et effectivement, c'est incroyable. Mais c'est encore un combat où ça va très très loin au bout d'eux-mêmes. Mais c'est tellement fort, comme je vous disais, parce que les images sont fortes. Hein. Ne montrez pas toutes ces images à n'importe qui, je vous dis. Hein. Là, je vous conseille, les pirates qui auraient peut-être une petite copine qui voudrait s'intéresser à leur passion, commence pas par ce genre de combat. C'est il faut avoir une acception qui prend du temps. Mais
c'est tellement violent, c'est tellement cinématographiquement saignant qu'on oublie encore que techniquement ça a été lourd, quoi. Ouais. Techniquement c'est lourd, et c'est là où je ne veux absolument pas, avoir aucun mépris vis-à-vis de notre grand champion qui est Maillard Monchipour, mais Monchipour était de cette catégorie-là et avait une des ceintures à l'époque où il y avait eu son combat de l'année aussi l'année précédente. Et bon, il avait pris une retraite à la suite de ça, mais il était dans l'idée de revenir à l'époque et de revenir tout de suite au plus haut niveau. Et tu disais, Maillard, peut-être faut attendre, hein, parce que les tauliers actuellement, c'est quand même Marquez et Vasquez. Et techniquement, ils ont un cœur comme toi, mais techniquement, c'est quand même largement au-dessus, parce que c'est ultra technique, ces combats. C'est ultra technique, faut pas l'oublier. Et donc, un combat pour l'histoire. On est au deuxième combat, on a un combat pour l'histoire et on est dans un duel. Et comment dire, de là, c'est quand même une victoire chacun. Oui. Avec des combats qui sont hallucinants, qui ont complètement cristallisé cette époque-là, et aussi les diffusions de Showtime. Et donc, en 5 mois en plus, hein, je répète, hein, en 5 mois, il y a un délai de 5 mois entre les deux. Hein. C'est assez fou. Hein. C'est assez fou. Il y a un troisième combat qui arrive. Et voilà. Et là, il y a une belle affiche. Là, on met les petits plats dans les grands. Là, on se retrouve du côté de LA, tu sais, le fameux stade de tennis en plein air où il y a tellement de boxe et tout. C'est quoi le 2007 Fight of the Year? Moi, je dirais pas les combats. Tu sais, fight, je devrais mettre un S. Tu devrais mettre un S, parce qu'il y a le premier, il y a le deuxième, c'est fou. Donc, tu as un troisième combat où les mecs, on a encore le combat de l'année entre les mains, hein. C'est clair et net. Et donc là, comment dire, tu vois une différence quand même par rapport au deuxième combat qui se passe à la frontière mexicaine et du Texas, où donc il y a une ambiance très très mexicano et tout ça, mais très la boxe, tu sais, ça pue la boxe, le deuxième combat. Là, on est un peu plus sur Hollywood qui débarque. Ah, là, c'est le combat fouet. Il y a Stallone et il y a Jack Nicholson dans le public. Regardez bien. Voilà. Et le stade et je sais pas s'il est totalement rempli, mais bon, ils font quand même. Il y a quand même le public qui attend ça avec impatience. Et c'est un combat. Le troisième combat est extrêmement intéressant, mais c'est tellement lourd ce qui s'est passé avant qu'on a tendance à l'oublier. Et moi-même, tu vois, pour me préparer, c'est le combat que j'ai oublié plus facilement, sauf la fin du combat. Donc, comment tu pourrais redire, t'as déjà commencé à parler du troisième combat, où à chaque fois Marquez est dans le dur. Donc, en gros, on est encore sur ce Vasquez qui a l'ascendant dans le duel. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, avec le deuxième combat et le troisième combat, c'est le moment où Vasquez a l'ascendant. Est-ce que tu seras d'accord avec moi, même si Marquez répond bien? En fait, Vasquez a fait des ajustements pour le deuxième combat. On l'a dit, agressivité, double jab, feinte, mouvement de la tête, travail au corps, qu'il avait moins fait aussi dans le premier. Donc, il a complété sa panoplie. Inversement, Marquez, un peu bêtement, avait accepté la bagarre, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Dans le troisième combat, en fait, les deux ont mûri. C'est-à-dire que Vasquez applique la méthode qui avait marché dans le deuxième, lors de la revanche, et inversement, Marquez essaye de retrouver ce qui avait fait sa force dans le premier, c'est-à-dire imposer la distance, imposer un jab extrêmement rigide, extrêmement dur, donc arriver à j'allais dire, garder là où il faut cette espèce de démon qui lui fond dessus. Et c'est assez équilibré. Ce qui est assez impressionnant, le début du combat est plutôt pour Marquez. Quand tu fais la somme, alors premier round c'est Marquez, deuxième round Vasquez corrige, il avance et je trouve, j'ai repointé le combat parce que le pointage de ce combat a fait couler beaucoup d'encre. Donc j'ai moi-même dans les conditions du direct, j'ai repointé ce combat en le re-regardant pour vous les pirates. Ouais. Deuxième round, Vasquez à l'ascendant, il impose ce que tu as dit, mais ce qui se passe à la fin du round, c'est que Marquez lui en met. Alors, on n'est pas dans Hagler-Léonard. C'est-à-dire que Hagler-Léonard, c'est Léonard qui finalement, par séquence de 30 secondes et très intelligemment, en donnant des coups d'une puissance modérée, arrive à impressionner les juges parce que c'est joli. Voilà. Là, c'est pas du tout ça.
quand Marquez, à la fin du deuxième round, quand il trouve Vasquez, il le trouve comme un bâtard. C'est-à-dire qu'il lui en met, c'est pas du tout, c'est pas joli, quoi. Il trouve avec l'efficacité, et pour moi, il vole le deuxième round. Bon, et si je me trompe pas, à partir de là, déjà le visage de Vasquez est encore une fois tuméfié et coupé, et encore une coupure qui va stresser tout le monde. Un œil puis l'autre. C'est ça qui se passe. Et le round 3 est encore plutôt tactiquement à l'avantage de Marquez, et le round 4 est un round de légende, un de plus, avec le troisième round du premier combat, avec les rounds 3 et 5 du deuxième. C'est le round 4, en fait. Vasquez sait en gros que le début du combat lui est pas suffisamment favorable. Il marche sur Marquez et il prend une droite, une grosse droite très pure. Il en prend une deuxième et il tombe. Et c'est la première fois de la trilogie que Vasquez tombe. Marquez était allé au tapis les 2 premières fois. Et là, Vasquez... il n'était pas tombé depuis Gonzalez. Depuis Johnny Gonzalez, il n'était pas tombé. Et il se relève, et évidemment, parce que Vasquez, c'est Vasquez, le round finit front contre front. C'est-à-dire il a beau être allé au tapis, il en remet. Et là, ça repart, et là, on est encore hypnotisé par ce qui se passe à l'écran, on est encore... Mais ce qui se passe malgré tout, c'est que quand tu comptes le knockdown, le début de combat, quand même, est suffisamment supérieur à Marquez pour que Vasquez ait un vrai handicap à remonter. Vasquez, c'est Vasquez. Qu'est-ce qui se passe? Dès le round 5, cette fois-ci, il impose la pression, il impose sa distance, il gagne. Round 6, il faut compter aussi une histoire dans l'histoire qui sera très importante. L'arbitre a déjà averti Marquez une fois pour un coup bas précédemment. Il avertit une deuxième fois Marquez au round 6 pour un coup bas. C'est compliqué à interpréter. Pour moi, c'est sur la baseline, mais la vérité, c'est que Marquez est averti une deuxième fois sans prendre de point de pénalité. Il est averti une deuxième fois au round 6. Là encore, c'est Vasquez qui gagne sur la pression, qui gagne sur l'activité de près. Donc, il commence à remonter. Round 7, pour moi, je le redonne à Marquez. Il le vole sur la fin. Il rend coup pour coup. Il arrive, il est plus net, il est plus propre, etc. Ce qui est très passionnant dans ces rounds-là, j'en profite, c'est que, une fois de plus, rarement un round est linéaire et complètement à l'avantage d'un boxeur. Je parle en moyenne, c'est-à-dire que les deux existent dans chaque round. Il y a des échanges. C'est pas aussi violent que le deuxième combat, mais c'est quand même très net. Ce qu'ils arrivent, la peignée qu'ils arrivent à se mettre. Enfin, chacun des deux boxeurs a ses moments dans chaque round. Après, quand tu donnes la tendance, bon, tu trouves quand même un vainqueur, tu te casses la tête, tu te mouilles un peu, etc., etc. Donc pour moi, round 8, Marquez a une bonne séquence après 2 minutes, mais c'est quand même pour Vasquez qui continue à avancer. Sur le round 9, là encore, Marquez fait une très bonne série finale. Il est quand même pour Vasquez. Et au round 10, arrive un événement qui est extrêmement important pour ce combat, c'est-à-dire que Marquez a un point de pénalité. Là encore, pour un coup bas, franchement, tu regardes les images, les commentateurs de Showtime se sont posé la même question, tu regardes les images, c'est compliqué de dire que le coup est bas parce qu'il est sur la ceinture. Là encore, on est vraiment dans l'interprétation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est vraiment qu'un coup bas quand il est dans les couilles, quand c'est Golota qui tape sur Beau, c'est très clair que c'est bas. Quand c'est vraiment sur la ceinture, la notion de baseline en boxe est un truc très flou. Toujours est-il que Marquez a pris un point de pénalité. Donc, alors moi, c'est paradoxal, enfin, c'est pas paradoxal, mais ce round-là, je le donne à Marquez, mais il prend un point de pénalité. Voilà. Round 11, plutôt pour Vasquez, l'œil gauche de Marquez devient fermé. Lui aussi, il est marqué, hein, malgré tout. Bon, Vasquez, on l'a dit, ça pisse le sang, mais Marquez est très éprouvé. Dans son coin, d'ailleurs. Dans son coin, on dit à Vasquez, vas-y, insiste, il voit plus de l'œil gauche. Donc insiste, il ne voit plus. Et puis il y a le dernier round qui est en termes de storytelling, en termes comment dire, ça pourrait pas être mieux écrit que ce qui se passe dans le dernier round. C'est-à-dire que soit qu'il sente qu'il a un problème au point, soit qu'il veuille absolument finir le travail parce que Vasquez est Vasquez, il entreprend un travail de démolition sur ce round-là, posément, jamais c'est-à-dire qu'à la fois il avance, à la fois il se rue, mais on l'a dit, on l'a répété, ça reste toujours techniquement très propre. Mécaniquement, comme une machine, il avance sur Marquez. C'est irrépressible. C'est une force inarrêtable. Il avance. Marquez rend les coups, mais
il est surpassé physiquement, il n'en peut plus, il a beaucoup donné, parce que c'est un combat d'une exigence folle. On est à 12 rounds, rendez-vous compte, les pirates. Le premier combat a duré 7 rounds, le deuxième a duré 6 rounds. Là, on est à 12, alors que c'est pas beaucoup moins intense que le deuxième. Donc vraiment, les deux mecs s'en sont envoyés. Et Vasquez a cette capacité. Mon interprétation de la trilogie ou de la tétralogie, c'est que Marquez est le meilleur boxeur, mais que Vasquez a cette capacité, effectivement, à faire appel à la bête. Il a cette capacité à faire sortir la bête que peu de boxeurs ont. Et lui, il l'a. Et là, il fait appel à la bête. Et The Beast. il se place. Voilà, c'est toute fin de combat. Ben, vas-y, Captain. Ça va être extrêmement important. À la légende d'Israël Vasquez, hein, c'est une légende qui me touche énormément. C'est que je suis d'accord avec toi. Moi, je l'interprète comme un arrachement. C'est-à-dire que le combat est ce qu'il est, mais c'est Vasquez qui s'arrache au destin du combat et qui le tourne. Tu sais, comme s'il tordait le bras au destin du combat. Et c'est un 12 rounds, c'est un bouillon, mais légendaire que vous devez voir. Parce que, en fait, Marquez, il est énorme de tenir jusqu'à le dernier millième de seconde. Parce que quand l'arbitre s'interpose, tu crois vraiment que l'arbitre s'interpose pour l'arrêter et non pas pour simplement séparer en fin de round. Tu comprends ce que je veux dire? On est vraiment là-dessus. Et parce que, honnêtement, il n'est pas loin d'être KO debout, complet. Il fallait un coup de plus. Le mec était KO debout. Et c'est un bouillon. Et c'est comme tu dis. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là mécanique et machine. Et quand il a enclenché ça, c'est impressionnant à voir. Hein. Ce round-là, il est extrêmement impressionnant à voir parce que quand il se lève du tabouret, t'as quand même cette sensation-là que le gars, il va tout donner, quoi. C'est-à-dire le moindre truc d'énergie, et c'est ce qui se passe. C'est vrai que moi, je suis subjugué par Vasquez, mais je reconnais que comment Marquez a quand même réussi à tenir. C'est très fort, c'est très fort. Mais c'est qu'encore une fois, visuellement, tu souffres pour Vasquez plus que pour Marquez, parce que visuellement, c'est vraiment pas beau à voir. Ouais, voilà. Et alors que c'est Marquez qui, pour la première fois, est marqué, tu vois. Et mais on est encore dans le. Je souffre pour Vasquez, tu vois. Alors qu'il lui met pas un bouillon. C'est très surprenant. C'est très surprenant. Et puis j'ai le souvenir aussi de la décision où tu as encore ce Vasquez rageur. Il est en rage contre quoi? On sait pas. Mais moi, il est soulevé. Il est comme ça, tu sais. Et voilà. C'est une décision partagée. C'est une décision partagée, je crois, avec 214-111 c'est vrai. dans l'autre. C'est vrai. Et un 113-112 qui fera beaucoup parler, qui ajoute à la mythologie, qui ajoute. Parce que ce 113-112, donc un point d'écart, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un juge qui a donné 6 rounds partout, mais qui a pris en compte la pénalité du 10e round contre Marquez et qui lui a ôté un point. C'est ça que ça veut dire. Donc effectivement, cette pénalité décide de l'issue du combat. Voilà. Moi, je le pointe comme ça, le combat. Je le pointe 6 rounds partout. Et effectivement, en prenant en compte la pénalité, ça devient 113-112 pour Vasquez. Donc, j'ai rien à dire sur le résultat. C'est comme ça. Voilà. Il fallait un vainqueur. Et c'est vrai que l'histoire du combat est plus celle de Vasquez, comme tu l'as dit. Parce que, cette progression au fur et à mesure, le rattrapage qu'il fait de l'écart qu'il a subi, du retard qu'il a subi en début de combat et du knockdown qu'il subit au 4e round, cette histoire-là, elle est incroyable. Donc, la dynamique du combat est en sa faveur. L'histoire est en sa faveur. Après, pour Marquez, c'est très cruel parce que c'est un des plus grands combats qui soit. C'est la fin d'une trilogie, donc c'est vraiment, tu détermines qui va être le gagnant et qui sera le cocu de l'histoire. Et une fois de plus, mais vous connaissez les pirates, la famille Marquez et Nacho Beristain, une fois de plus, on va dire que ils sont assez forts en contestation, donc ils vont dire que logique. Alors là, c'est le hasard du sort, mais c'est quand même les dieux de la boxe qui donnent encore l'os à ronger au clan Marquez pour dire non, parce que en gros, le Marquez, il remet même pas en question le match nul en fait de ce combat. Et en gros, il devient fou à cause de ce fameux point problématique. À cause tu vois.
Et c'est pas complètement déraisonnable. Parce Non, c'est qu'effectivement, vrai. j'en reviens au ralenti qu'on te montre dans le combat. Mhm. En effet, tout dépend de l'interprétation de ce qu'est un coup bas. Ouais. Et j'ai pas l'impression que les coups soient si bas que ça. Mais bon, Vasquez fait un très beau vainqueur. De toute façon, l'histoire est Et je te dirais, magnifique. et puis il y a aussi le problème, c'est que comment t'en sors au coup de gong final, il y a ce fameux 12e round. Et ça, c'est comme tu disais, Marquez qui sait, qui essaye, pas d'être à la Léonard de voler les rounds, mais sauf que je pense que Vasquez, c'est pas un voleur de rounds sur ce combat, ça serait presque un voleur de combat sur ce dernier round. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la dynamique du dernier round fait que t'es soufflé par que le dernier round et t'as tendance, rien que pour ce dernier round, tu as tendance à dire, vas-y Vasquez, à toi, on te lance les fleurs, tu vois. Et c'est, en fait, il est ultra difficile à réfléchir, ce combat. Ultra difficile. Donc, c'est un combat, on l'a dit, c'est un combat qui grandit comme toute la trilogie finalement, qui grandit vraiment les protagonistes. Ils sont indissociables, même s'ils ont tous les deux eu, j'ai essayé de le dire au début, mais ils ont tous les deux eu des beaux moments avant la trilogie, mais ce qui les définit, ils sont indissociables de ça. Enfin, leur carrière est indissociable de ces 3 combats. Tu l'as dit et répété, Captain, et j'adhère. C'est un combat pour aficionados. Enfin, c'est une trilogie pour aficionados, les 3 premiers combats. C'est un truc de connaisseur. Il faut être capable de prendre de la distance par rapport à ce qu'on voit sur l'écran parce que c'est d'une intensité assez folle. Et on le dit alors que on les a tous vus, quoi. On a vu les grandes trilogies, on a vu le 3e Ali Frazier, on a vu la trilogie de Gatti contre Ward, on a vu Morales contre Barrera. On les a vus. Là, il y a un truc particulier dans cette trilogie-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est passé à ça du très très grave, quoi. Voilà. Et il arrivera quand même, le très très grave, comme tu dis, il arrivera quand même. Là, et je remets cette photo qui est pas facile à voir parce que j'ai un doute, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est une photo à la décision de ce combat. Je crois que ça c'est ce fameux soir-là, à la fin du 3e combat. Voilà. Ça, c'est encore une fois Vasquez à la fin du 3e combat. Et c'est terrible parce que les coupures, parce que simplement sur la trilogie des coupures, il y en a 5. Il y en a 5. 5 énormes. On parle peut-être pas de l'os orbital fendu aussi et tout, et de tout le sang qui rentrait dans l'œil. De tout le sang qui est rentré dans l'œil. Voilà. Donc, il y a quand même une sorte de... et il y a quand même une polémique qui naît de ça, avec des protagonistes qui ne peuvent pas avoir l'esprit tranquille. Tu vois, c'est vraiment, tu me prends Vasquez, tu prends Marquez, tu mets une polémique entre les deux. Bon, forcément, ils n'ont pas l'esprit tranquille, ils dorment plus, les mecs. Ils dorment plus. Donc là, il va avoir ce qui est très rare en boxe, mais qui existe quand même, qui existait avant Vasquez-Marquez, c'est que la trilogie devient une quadrilogie. Mais est-ce que, raisonnablement, ce n'est pas le combat de trop? Toi comme moi, j'ai l'impression que nous, on va tendre à dire oui. Oui. Cette quadrilogie arrive, d'autant plus que, comme tu le dis, parce que c'est de la grande histoire en action. C'est-à-dire qu'on vit ce duel et on sait qu'on est dans la grande histoire de boxe. On sait qu'on n'est pas sur un truc qu'on va oublier dans 2 ans. On sait qu'on a un truc dont on parlera quand on aura 90 ans, tu vois. C'est sûr que ça, on en parlera. Et comme leur nom est tellement cristallisé par ce duel, finalement, je crois qu'ils se sont fait imposer un 4e combat parce que comment dire, il y avait pas... On ne pouvait pas leur proposer autre chose pour leur faire oublier leur duel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un combat, alors comme vous le voyez sur l'affiche, c'est un combat déjà qui a lieu en poids plume. Ils sont plus en supercoque. C'est un combat qui a lieu longtemps après la belle. Pourquoi? Parce que Vasquez va être opéré 3 fois d'un début de décollement de la rétine. Exactement. Il sera consécutif à ce 3e combat. Donc voilà. Vraiment,
physiquement, il arrive à ses limites. C'est ce que Roach avait prédit à la fin du premier combat. Il avait dit, mais ça va pas, il y retourne trop tôt. Il commence à, d'ailleurs, il le dira, il commence à mâcher ses mots. Il commence à, enfin bon, déjà à l'époque, il était atteint physiquement parce que Et il avait déjà sur ce quatrième combat, je peux pas le, enfin, il est presque insupportable à regarder parce que tu as tellement raison, Antoine. Vasquez a déjà changé. Il est plus cette photo-là, ça, ce n'est plus lui au moment du quatrième combat. Il ne ressemble plus à ça. Il est plus ça. Et effectivement, alors après, ce qui est dur, et là encore, il faut être capable de l'accepter. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à avaler sur cette série qui va jusqu'au bout du bout, qui nous teste en tant que fan de boxe. C'est ça, t'as raison. Tu peux pas dire à partir du moment où les deux remontent sur le ring, où les deux vont prendre leur chèque, où les deux acceptent le combat, tu peux pas dire qu'ils comptent pour du beurre, parce que malgré tout, un combat est un combat. Donc tu vois, c'est un peu comme, voilà, le troisième Léonard contre Duran est un combat épouvantable qui a très peu d'intérêt pugilistique, mais malgré tout, c'est une victoire pour Léonard, parce que Duran l'a accepté, parce qu'il est monté sur le ring, parce qu'il s'est battu, etc., etc. Donc c'est une victoire. Donc là, tu peux pas nier ce combat. Voilà, il a existé. Mais sportivement, tu passes du sublime, c'est-à-dire les 3 premiers combats, à quelque chose qui est, voilà, qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que Vasquez joue son rôle, il essaie de faire du Vasquez, Marquez aussi. Bon, le petit avance sur le grand, etc., etc. Mais c'est fini, quoi. C'est fini. C'est fini. Et Vasquez le sait dès le début, il le sait très bien. Et et c'est encore une fois, c'est Vasquez, et c'est en cela que Vasquez était un homme, je dirais, était un boxeur libre, tu vois. Et la liberté peut t'amener au danger ultime, hein, mais c'est ça aussi la liberté, tu vois. Et c'était le. Voilà. Il est blessé à la fin du deuxième round. Il est blessé. Voilà. Et il le sait. Et donc, ça voulait bien dire que il jouait sa vie sur le. Et là, il a conscience que de toute façon, là, il va mourir pour rien. Là. Et donc, le combat s'arrête. Ce qui donne la victoire au troisième round, sur une série de près. Vasquez ne met pas, techniquement, il tombe sur un genou, il met pas le genou à terre, mais c'est un knockdown, quoi. Il est fauché sur une série de près de Marquez, qu'il voit pas arriver, il tombe. Et heureusement qu'on arrête très vite, parce qu'il ne fallait pas que ça continue. Non, et encore une fois, et même je te dirais que pour l'honneur, il finit le round. Pour l'honneur. Ouais. Mais c'est pas. C'est pas très agréable à regarder. Non, c'est pas très agréable à regarder. En plus, alors ils l'ont mis au Staples Center en espérant peut-être une espèce d'ambiance, tu vois, les faire écho au grand combat mexicano-mexicain, etc., etc. Ouais. Mais la vérité, alors que c'était le troisième qui aurait dû aller au Staples Center. Tu vois, oui, absolument, bien sûr. Il était encore à Carson City comme le premier, mais il aurait dû aller au Staples Center. Bon, c'est comme ça. Après, voilà, donc ça renforce ce côté, effectivement, exposition médiatique un peu plus faible que les autres grandes trilogies qu'on connaît. Ça renforce le côté trilogie des connaisseurs, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un truc particulier, voilà, c'est une confrontation particulière qui a une place très spéciale dans le cœur des fans de boxe, mais des fans qui ont passé un certain temps sur YouTube, ou alors qui avaient l'âge d'avoir vu les combats en direct, ou alors qui... voilà, ça va garder une place très particulière. Et tant mieux, parce qu'on l'a dit, on l'a répété, tout le monde ne doit pas voir ces combats-là. Don't try this at home. Il faut avoir la ceinture, un peu comme dans les arts martiaux, il faut avoir la ceinture d'une certaine couleur pour regarder ça. Parce que Voilà, tout à fait, parce que c'est une histoire où ils rentrent dans la grande histoire et qu'ils deviennent pour nous c'est des gens extrêmement importants. Mais là, je vais vous montrer l'image de Israel Vasquez aujourd'hui. Hein. Et il faut savoir donc Israel Vasquez, il avait ses problèmes d'œil, comme on sait. Donc la retraite se reprend et tout ça. Les problèmes d'œil vont continuer, de rétine, tout ça, et vont s'aggraver. Et il va devoir faire un choix qui est assez terrible, qui est un choix d'amputation. C'est-à-dire que Vasquez va accepter le fait de se faire retirer un œil pour arrêter ces énormes problèmes. Voilà le prix à payer. Ce champion. Voilà le prix à. C'est pour ça qu'il faut tellement les aimer
Parce que quand on te dit il donne quelque chose d'eux, il donne quelque chose de lui, oui. Et là, tu as littéralement quelqu'un qui donne une partie de son corps. Et de plus, malheureusement, j'ai appris dernièrement, je vais vous montrer la photo, on ne le reconnaît plus, tu vois. On le reconnaît plus. Hein. Regardez, ça c'est lui jeune, et ça c'est lui maintenant. On ne le reconnaît plus. Il se bat contre la sclérose en plaques. Je ne savais pas. Il se bat contre la sclérose en plaques aussi. Ouais. Aussi. Et alors, messieurs, dames, c'est là où vous comprenez. On avait fait une émission, on avait fait une libre antenne, où on prenait la liste des gens pour lesquels on pouvait voter pour le Hall of Fame. Et le nom Israël Vasquez était enfin dans la liste. Mais vous comprenez pourquoi 1000 fois, il faut voter pour Israël Vasquez au Hall of Fame. Mais 1000 fois. Voilà. Là, ça a été une année particulière. Mais s'il n'y est pas l'année prochaine, c'est un véritable scandale. C'est que les votants n'ont aucune conscience. Là. Aucune conscience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De son côté... Il faudrait les inviter tous les deux, quoi. Il faudrait les inviter tous les deux. Leur place, tu vois, elle est main dans la main, quoi. Enfin, elle est main dans la main. Parce que exactement. C'est très, très spécial. Parce que Rafa a cassé la machine, mais il ne l'a pas emporté au paradis non plus, quoi. Voilà. Non. Et puis, la fin de carrière, regarde, de Marquez, ça sera quand même difficile. Pas dans sa catégorie, là, tu vois, on est chez comme tu disais, on est chez les plumes, qui n'était pas sa catégorie. Et donc, contre Lopez, ce sera un combat dur, hein, où il va beaucoup souffrir aussi. J'adore, l'affiche est magnique. Alors, l'affiche est toujours à côté de moi, l'affiche. J'adore cette affiche, quelle belle affiche. Mais il est surclassé, c'est aussi à la fin pour lui. Mais les deux Hall of Famer pour ça, parce que c'est un chapitre, c'est une page de l'histoire de boxe, certainement la plus brutale, mais la plus boxe en fait, la plus boxe, parce que c'est encore de la grande boxe. Donc voilà, cette page de boxe il fallait qu'on en parle, et c'est dans ce duel-là que je pense qu'on pourrait vous reparler le mieux. Vasquez contre Marquez, légendaire s'il en faut. Encore une fois, je suis très très content, Antoine, d'avoir réussi à pouvoir parler de ce duel, à l'évoquer, parce que il faut continuer à l'évoquer. Voilà, aurais-tu toi ta petite conclusion sur cette discussion? C'est ça fait partie de comment dirais-je. Je pense rarement, quand j'essaie de faire des listes de mes boxeurs préférés, comme on le fait tous, hein, etc., je pense rarement à Vasquez et à Marquez. Quand je pense à mes combats préférés, ces combats-là sont tout en haut. Alors, ils sont difficiles à comparer avec les autres, mais voilà, c'est l'exemple de pour bien danser le tango, il faut être deux. Là, c'est un match-up extraordinaire. Voilà, c'est le grand avec de la longe, avec de la technique, etc., contre le petit extrêmement valeureux, avec lui aussi de la technique, mais plus de près, etc. Bon, un grand crochet gauche d'un côté contre un grand jab et cross du droit de l'autre. Enfin, voilà, c'est un match-up extraordinaire et ça donne Styles Make Fights et ça donne cette chanson-là. Moi, j'ai un respect infini pour ces deux boxeurs. Mon plaisir coupable de snob de la boxe consiste à dire, quand on me parle de Marquez, que je préfère Rafa à Juanma, parce que Juanma a eu la plus grande carrière. Quand tu fais la somme de tous ces exploits, catégorie après catégorie, ces grandes victoires, etc., et puis le KO sur Pacquiao qui est un truc de ouf. Mais pour moi, Rafa Marquez, c'est la trilogie contre Vasquez et c'est un truc. Bon, voilà, ça occupe une place chez moi qui est très, très, très spéciale. Voilà, moi aussi. Et moi, justement, je tendrai justement sur ce côté sacrificiel de Vasquez qui est sans pareil. Voilà, questionnable, mais ça, c'est un débat qu'il faut avoir quand vous avez déjà une vraie appréciation boxe. Vous pouvez pas l'avoir tout de suite. Et questionnable, évidemment, mais qui est subjugant. Merci encore, Antoine, d'avoir été avec moi pour cette belle discussion. J'espère que ça nous tenait à cœur. J'espère que vous avez apprécié. Et puis avec Antoine, on se retrouve évidemment bientôt. Et ce sera le retour aussi de Christian Delcourt pour encore une fois une page
pour encore une fois plutôt l'évocation d'une journée, d'une soirée, qu'on n'évoque pas tant que ça, mais qui était peut-être plus intéressant et important qu'on ne le croit. Restez branchés, ça arrive bientôt sur la page. Merci encore Antoine et à très bientôt. Ciao les gars.